Mes chers collègues, nous allons entendre donc Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de l'écologie, pour la période du 19 juin 2007 au 14 janvier 2009. Elle a été ensuite ministre de l'écologie du 14 novembre 2010 au 22 février 2012. Madame le ministre, vous étiez donc en poste lors du Grenelle de l'environnement, je m'en souviens très bien, parce que moi je crois que j'étais sur les bancs de l'Assemblée nationale, puis lors de la phase finale de l'attribution du contrat de partenariat. Nous souhaitons comprendre quel a été votre rôle en tant que ministre au cours de la mise en place de l'écotaxe poids lourds. La décision de recours au PPP, est-ce qu'elle était prise dès l'origine de l'écotaxe? Est-ce que cette décision a été fondée sur des arguments techniques et financiers? Si oui, lesquels? La question de l'inclusion du recouvrement de l'écotaxe dans le périmètre du contrat de partenariat, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. Est-ce que ça fait l'objet de réflexions particulières au sein du gouvernement? On voudrait savoir quelle est votre appréciation globale de la manière dont les choix ont été effectués et comment le contrat a été mis en place. Je vous informe, Madame la Ministre, que votre audition est ouverte au public et à la presse, qu'elle fait l'objet d'une captation vidéo ainsi que d'un compte rendu publié. Je vous rappelle que, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment. Et je rappelle également qu'en cas de faux témoignage, les personnes entendues sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Madame la ministre, prêtez serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous présenter peut-être un exposé liminaire d'une dizaine de minutes, à la suite duquel notre rapporteur, Madame Virginie Claes, les membres de la commission et moi-même, nous vous poserons des questions. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, sénateurs. Donc, j'accède à la proposition qui m'est faite de vous faire une brève introduction. Comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, dans mon parcours ministériel, j'ai traité de l'éco-redevance poids lourd, comme on l'appelait à l'époque, avant qu'on passe au terme d'écotaxe. Je reviendrai sur ce point en deux moments. D'abord, comme secrétaire d'État à l'écologie, sous la responsabilité de Jean-Louis Borloo, je me suis occupée de la définition du programme du Grenelle, de son lancement, de présider certaines des réunions du Grenelle, et puis de la mise en œuvre législative. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, comme ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, donc en ayant là succédé à Jean-Louis Borloo. Et là, je me suis occupée de valider le classement des offres, de purger les recours, enfin le recours, et de lancer la mise en œuvre, et ce conjointement avec mes collègues du budget et des douanes. Sur la première partie, donc le premier moment, et le Grenelle de l'environnement, je voudrais rappeler quelques points qui, je pense, sont utiles pour éclairer la suite. Ce Grenelle de l'environnement était un projet qui avait été conçu pendant la campagne présidentielle avec une méthode particulière, nouvelle, qui était une méthode de recherche de consensus fort. On essayait non pas de modifier les choses à la marge, mais de modifier les choses en profondeur, de faire un mouvement de rupture en matière de politique écologique, un mouvement véritablement fondateur, d'où le choix du mot Grenelle, qui a été choisi comme ça, parce que dans l'histoire politique, il marque un mouvement fondateur. Il y avait autour de la table plusieurs collèges, traditionnellement les élus, l'État, mais aussi le collège employeur-entreprise, le collège syndicat et le collège des associations. C'était moment où les associations prenaient en quelque sorte, les associations environnementales prenaient en quelque sorte leur lettre de noblesse, moment qu'elles attendaient. Cette organisation a été particulièrement pertinente, je trouve, fructueuse, intéressante en matière de fiscalité environnementale. Moi, ça fait longtemps que je m'occupe de fiscalité environnementale. En fait, ça a été un sujet sur lequel j'ai travaillé avant même de faire de la politique. J'ai, par exemple, travaillé au ministère des Finances sur ces questions au tout début des années 2000. À l'époque déjà, tout le monde s'accordait à dire que la structure de notre fiscalité était dépassée parce qu'on se retrouve à taxer assez lourdement le travail alors qu'on en voudrait plus
et à taxer assez faiblement la pollution alors qu'on en voudrait moins. Donc on taxe à l'envers, en quelque sorte, des incitations qu'on pourrait vouloir imposer. Et c'est d'autant plus pénalisant qu'on est dans un monde dans lequel le travail est mobile, est devenu mobile, ce qu'il n'a pas forcément été à toutes les époques de notre histoire. Les capitaux, eux aussi, sont mobiles. Bref, la structure de notre fiscalité est plus adaptée aux enjeux du monde contemporain, qu'il s'agisse de lutter contre la pollution ou qu'il s'agisse d'aider à la création d'emplois. Alors tout le monde s'accorde à dire que notre fiscalité est dépassée, mais on a beaucoup de mal à la faire évoluer. Des pays ont réussi à la faire évoluer, notamment les pays scandinaves, et à chaque fois par consensus, avec des systèmes de Green Tax Commission, des choses de ce genre-là, qui ne sont pas beaucoup dans notre culture, d'où l'idée du Grenelle de l'environnement, aussi, provoquer un espèce d'électrochoc, mettre tout le monde autour de la table et les mettre en situation de responsabilité, sous l'œil du public, sous l'œil des médias, pour pouvoir faire bouger les choses. J'attire votre attention sur le fait que cette difficulté à faire bouger les uns les autres existait aussi pour l'administration. Il y a historiquement une opposition entre l'administration liée au ministère de l'écologie, qui est favorable à la fiscalité verte, et les administrations liées à Bercy, qui sont réservées, parce qu'elles sont dans une logique assiette très large, taux très faible, pour pouvoir prélever le maximum de la manière la plus indolore possible. Ce qui n'est pas exactement la logique de la fiscalité environnementale, qui se veut une fiscalité incitative, qui tend à faire évoluer les comportements, et pas seulement à aller chercher des moyens. Dans le Grenelle de l'environnement, en matière de fiscalité environnementale, on est sorti avec 3 volets majeurs. Le bonus-malus, qui est devenu célèbre en quelque sorte sur la question de la voiture, mais qui initialement n'était pas destiné seulement à la voiture. C'était un projet général, le bonus-malus, cette idée sur une catégorie de produits d'aller prélever sur les produits les plus polluants pour pouvoir rendre plus attractifs les produits les moins polluants. On l'a finalement appliqué seulement aux véhicules pour des raisons sociales, parce que ça ne vous intéresse pas, je pourrais revenir sur la question, ça vous intéresse, mais ce n'est pas au cœur de notre sujet. Deuxième volet de la fiscalité environnementale, la taxe carbone. Là aussi, la taxe carbone, c'est un genre de bonus-malus. Évidemment, quand on entend le mot taxe carbone, on retient que la partie taxable, mais l'idée, c'est d'utiliser les moyens pour pouvoir alléger la fiscalité sur le travail, dans la suite de ce que je disais tout à l'heure. C'est pas très populaire, mais moi, je reste convaincue que c'est important. Et donc, le troisième volet, c'était l'éco-redevance. Donc à l'époque, on l'appelait éco-redevance et assez vite, on l'a appelé écotaxe. C'est pas un choix sémantique. Enfin, ça recouvre des réalités différentes. L'éco-redevance, vous le savez, c'est quand on prélève à des fins d'usage. Et donc, ça aurait pu être une éco-redevance si on avait prélevé sur les camions pour pouvoir entretenir les routes utilisées par les mêmes camions. Mais là, on a choisi de prélever pour pouvoir financer la FITF, c'est-à-dire financer notamment le report modal. Donc prélever seulement sur la route pour pouvoir financer toutes sortes de modes de transport, et en particulier les modes de transport les plus vertueux en matière d'environnement, le ferroviaire et le fluvial. Et donc, à partir de là, c'était plus une redevance, c'était une taxe, ce qui emporte un certain nombre de conséquences, parce que comme c'est une taxe, ça ne répond pas aux mêmes exigences constitutionnelles. Ceci dit, moi, c'est un mouvement que je ne regrette pas, que je soutiens, parce que je crois qu'il est légitime d'organiser un transfert permanent depuis les modes les plus polluants vers les modes les moins polluants. Et j'ajoute que certains des modes les moins polluants, notamment le ferroviaire, ne peuvent être financés qu'avec des transferts permanents. On ne peut pas avoir une économie fermée du ferroviaire. Enfin, moi, je pense que ça n'est pas suffisant, en tout cas que le ferroviaire mérite mieux. C'est un point de vue qui est partagé par SNCF. Dans le Grenelle de l'environnement, parmi toutes ces mesures, l'écotaxe, donc l'éco-redevance devenue écotaxe, était une des plus populaires. Il y a eu un certain nombre d'enquêtes qualitatives et quantitatives au moment du Grenelle de l'environnement. Il y avait des mesures qui faisaient débat dans le Grenelle de l'environnement, mais pas l'écotaxe poids lourd, qui était, je crois, une des mesures qui avait le meilleur taux de popularité au moment du Grenelle de l'environnement, avec 85-90%, je ne me souviens pas des chiffres, mais les gens qui disaient bah oui, formidable, c'est évident, il faut taxer les poids lourds pour pouvoir financer le rail et le fluvial. Il faut dire qu'à l'époque, on était dans une logique très, très allante,
qui était vécue, mais collectivement, comme très positive, de développement des infrastructures alternatives, avec le lancement des LGV, avec le lancement des appels à projets sur les transports alternatifs urbains, par exemple les tramways. Il y a beaucoup de tramways dans des villes des capitales de région qui ont été lancés à cette époque-là sur des financements qui étaient ceux du Grenelle de l'environnement, comme ils anticipaient en quelque sorte l'écotaxe. Donc, mais bon, c'était un projet global. On finançait des infrastructures alternatives et en même temps on prévoyait de taxer les camions. Tout ça s'organisait bien dans une perspective, encore une fois, globale. L'engouement était aussi perceptible du côté de l'administration. Encore une fois, ce n'était pas le cas sur tous les projets du Grenelle de l'environnement. J'avais moins de succès sur la question des OGM. Quand je dis j'avais, d'ailleurs, ce n'était pas particulièrement. Le Grenelle avait moins de succès sur la question des OGM. Même sur la question du bonus-malus sur les voitures, sur lequel le ministère des Finances a assez vite été réservé, puisqu'il voyait bien qu'on bonusait plus qu'on malusait. Mais l'administration était très motivée sur le principe de l'éco-redevance, l'éco-taxe poids lourd, pour plusieurs motifs. D'abord, ça permettait de sortir d'une certaine perplexité devant le problème alsacien, parce que ça faisait des années maintenant qu'il y avait un engagement à mettre une écotaxe en Alsace et que l'administration, en fait, ne savait pas comment faire, alors que l'engagement y était, et c'était un engagement législatif, mais l'administration ne savait pas comment avancer. Il y avait une demande forte des élus sur ce sujet. Et puis, ça permettait, il faut bien le dire, de résoudre une impasse financière, puisque la FIDF était financée au début par les redevances des sociétés d'autoroutes. En 2006, elles ont été privatisées, donc ce financement s'éteignait. Il y a eu un financement budgétaire qui a été mis en place, mais dont il a été convenu qu'il serait transitoire. Et puis de toute façon, assez vite, on est entré dans une période qui était la période de la crise. Bref, l'idée de trouver un financement alternatif à la FIDF. Mais il faut bien dire que c'était une idée importante, même avant la crise, parce que de toute façon, il était convenu que le financement budgétaire de la FIDF était transitoire. Et donc, trouver un financement pérenne à la FIDF faisait partie des objectifs des objectifs qu'on s'était donnés. Dans ce que je viens de vous dire, on voit bien le caractère double de l'écotaxe, à la fois un objectif environnemental, on taxe les externalités négatives liées au transport routier, on taxe une utilisation de routes nationales qui ne sont pas couvertes par le péage autoroutier, et qui donc, et on sait que la TIPP ne suffit pas à internaliser les externalités négatives liées au transport routier. Donc on taxe en fait une utilisation qui n'est pas sur laquelle la fiscalité ne prend pas en compte en fait tous les dommages. Et puis surtout, on taxe les poids lourds étrangers qui, jusqu'à aujourd'hui encore, peuvent traverser la France sans rien payer. Et quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire qu'en passant par les routes nationales, donc sans jamais payer le péage autoroutier, en faisant le plein avant la frontière avec des très gros réservoirs et en traversant de part en part, les camions ne payent rien. Et ce cas n'est pas particulier. Je veux dire, c'est commun, c'est courant, c'est organisé comme ça. On a des traversées de gros poids lourds qui ne financent rien des dégâts qu'ils occasionnent. Et il faut bien parler de dégâts parce que les routes nationales régulièrement circulées par des poids lourds subissent une vraie érosion. Donc il y a un caractère double de l'écotaxe. À la fois on prend en compte les externalités négatives, on trouve des solutions pour un vrai problème environnemental, un problème en plus d'équilibre entre poids lourds étrangers et les autres qui, eux, participent d'une manière ou d'une autre au paiement des routes. Et puis en même temps, on résout le problème financier. C'est pas particulier à l'écotaxe, c'est assez commun en matière de fiscalité environnementale d'avoir deux objectifs avec un seul instrument. Ça pose malgré tout quelques problèmes parce qu'il s'agit d'atteindre avec une flèche deux cibles, en l'occurrence une cible environnementale, faire payer la route à son vrai coût, y compris les nuisances environnementales, et une cible financière, financer un certain nombre d'autres infrastructures. Je disais qu'il y avait un engouement du côté de l'administration. Il faut mentionner une réserve de taille qui était que c'est pas par hasard que l'affaire alsacienne laissait perplexe.
que cet engagement de mettre en place une écotaxe en Alsace pour compenser la taxe allemande et le report des camions allemands sur l'Alsace, s'était pas encore fait, alors qu'elle était demandée par tous les élus, que de toute évidence c'était une bonne idée. C'est parce que l'administration ne savait pas faire et le disait. L'administration se déclarait incapable de concevoir, d'intégrer, de gérer le système. Quand je dis l'administration, c'est à la fois l'administration du côté des transports et l'administration du côté du ministère des Finances et des douanes. Pour l'administration des finances et les douanes, je ne sais pas. Pour l'administration du côté des transports, c'est pas, moi ça m'a frappé, c'est pas commun que l'administration se déclare en quelque sorte inapte, enfin incapable à mettre en œuvre. Je me souviens par exemple au moment de ma prise de fonction en 2010, quand les décrets d'attribution ont été modifiés et que la sécurité routière a été transférée depuis le ministère de l'écologie et des transports et du logement vers le ministère de l'Intérieur, l'administration a vivement protesté. C'est pas un ministère et c'est pas qui aime être dépossédé d'une partie de ses activités. Donc c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de commun, je veux dire, à cette administration que de se déclarer pas capable devant la mise en œuvre d'une telle chose. C'est que manifestement, il y avait le sentiment qu'on n'y arriverait pas. Moi, je crois que c'est ce qui a déterminé le choix du PPP, beaucoup plus que la contrainte financière. Je pense que le choix du PPP, il vient de là, il vient de l'administration, aussi bien côté transport et côté douane, qui dit qu'elle ne saura pas faire, qu'elle ne pourra pas faire. Personnellement, je n'ai pas participé à ce choix, pas plus d'ailleurs qu'à la mise en place de la commission consultative, qui s'est fait, alors quand j'étais secrétaire d'État à l'écologie, dans la partie transport et transversale du ministère, et puis surtout à l'époque où j'avais quitté le ministère de l'écologie, où j'y étais plus secrétaire d'État. Parce qu'en fait, à l'issue du Grenelle lui-même, qui a eu lieu à l'automne 2007, la question de l'écotaxe est passée entièrement dans la partie transport. Moi, je ne m'en suis plus occupée comme secrétaire d'État à l'écologie, si ce n'est au niveau parlementaire, en quelque sorte, pour les discussions de la loi Grenelle 1, puisque j'ai participé comme secrétaire d'État aux discussions de la loi Grenelle 1, à la faire adopter à l'Assemblée. Elle a été adoptée à la quasi-unanimité, ce qui, je crois, est une bonne chose. Et dans la loi Grenelle 1, il y avait donc le principe de l'écotaxe, mais pour le reste et pour ce qui est de la mise en œuvre de l'écotaxe, après le Grenelle lui-même, et comme secrétaire d'État, je ne m'en suis pas occupée. Après, j'ai perdu de vue le sujet, non pas que je m'en sois pas, j'ai pas continué à m'y intéresser, mais autant il y a de nombreuses interactions entre la partie écologie et la partie numérique dont j'étais en charge, autant il n'y en a pas ou peu sur ce sujet-là. Donc au niveau ministériel, quand j'étais au numérique, je ne me suis pas du tout occupée d'écotaxe poids lourds. Je suis revenue en novembre 2010 pour prendre à la suite de Jean-Louis Borloo. Donc je reprends en novembre 2010. Entre-temps, il y avait eu donc la mise en place, mais je ne vous fais pas l'histoire, de la commission consultative. Il y avait eu le dialogue compétitif, le choix d'un PPP, la définition du réseau taxable en plusieurs fois. Donc le dialogue compétitif avec la remise des offres, le tri des candidats, puisqu'on était passé de 5, puis 4, puis 3 candidats. Et toute cette phase-là, en fait, était achevée quand j'ai repris le ministère, en fait, quand je suis arrivée à la fin de ce processus, donc au mois de novembre. Donc au mois de novembre, en fait, fin novembre ou début décembre, je ne sais plus, une note a été remise par l'État. Ça devait être une note conjointe douane et transport, qui proposait un classement des offres. Conformément à la procédure, cette proposition, qui était la proposition de l'État, a été transmise à la commission consultative qui l'a validée. Cette proposition, en fait, relevait, donc, qui a été retenue trois groupements, mais ça avait été fait avant même la note, puisqu'il y avait des candidats qui étaient sortis. Il y avait un des candidats qui avait déclaré forfait et un des candidats qui avait été sorti, donc il restait 3 groupements. Et cette proposition, donc
validé par la commission consultative, classait les 3 groupements en plaçant en 1 le consortium Autostrade associé à une série d'entreprises, en 2 le consortium SANEF associé à une autre série d'entreprises, et en 3 celui qui était mené par France Télécom. Le classement était fait sur la base de différents critères qui avaient bien sûr été fixés préalablement par la commission. Le consortium Autostrade placé en tête arrivait donc en tête sur presque tous les critères, notamment sur le coût, très en avance, sur la place donnée aux PME, même si à l'époque, je me souviens qu'on l'a trouvée un peu insuffisante, mais c'est un critère que je jugeais important, auquel j'ai veillé d'ailleurs dans le reste des attributions du ministère, par exemple dans la question des lignes TGV, ce genre de choses-là. C'était en tête aussi sur les questions de performance, très nettement, et c'était à jeu égal dans les autres critères. Donc, conformément au choix, enfin la proposition qui avait été faite et qui avait été validée par la commission d'attribution, la décision a été prise de classer les offres dans cet ordre-là. J'ai vu dans les débats de votre commission que certains s'étaient étonnés du classement rapide qui avait été donné, puisque la commission a dû valider le classement au mois de décembre, et moi j'ai dû signer la validation donc du classement de la commission au mois de janvier. J'ai trouvé ça curieux, pour tout vous dire, parce que je me souviens qu'à l'époque, on trouvait plutôt qu'on allait lentement. On était plutôt en fait critiqués pour aller lentement. Pourquoi ? Parce que le processus avait pris beaucoup de retard au regard de ce qui avait été prévu. Et les recettes étaient attendues et budgétées, enfin en tout cas anticipées, parce qu'on validait le classement qui a été celui sur lequel tout le monde était d'accord, proposé par l'État, validé par la commission consultative. Pas de débat entre les administrations et entre les différentes parties de la commission consultative. Et donc on avait plutôt été pressé de signer avant la fin décembre. Mais voilà, moi j'avais voulu lire les dossiers tout simplement avant de les signer. Et au mois de décembre, on était, si vous vous en souvenez, dans les tempêtes de neige, puisque les avions avaient du mal à décoller faute de glycol sur les différents aéroports parisiens. Donc on avait quelques activités. À la suite de ça, il y a eu un contentieux. Le candidat étant classé en 2, la SANEF ayant contesté la procédure. Le contentieux a pris de mémoire 6 mois, parce qu'il y a eu un contentieux en première instance puis en appel. Il a d'abord été sous la gestion de la direction, première instance, puis pour l'appel sous la gestion de la direction des affaires juridiques du ministère, donc sous l'autorité du secrétaire général du ministère. Quand le contentieux a été purgé, entre-temps, il y avait un certain nombre de travaux administratifs qui a été menés. Et après une réunion interministérielle, comme d'ailleurs tout au long de ce processus qui a toujours été accompagné de réunions interministérielles, d'informations du cabinet du Premier ministre, d'informations du secrétaire général de l'Élysée, la convention a été signée et l'opération a été lancée. Avec, à l'époque, au moment où la convention a été signée, une perspective de première rentrée financière fin 2012, début 2013, de mémoire. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction.